aux différentes régies financières de l'État, comme les douanes et les impôts. Le chef de l'État a instruit les départements concernés, et en particulier le ministère en charge des hydrocarbures, d'accélérer les démarches visant la réalisation d'un nouveau dépôt d'hydrocarbures de grande capacité et présentant toutes les garanties au plan sécuritaire et environnemental. Il a apprécié le niveau de mobilisation des ressources nécessaires au financement de cet important projet, tout en insistant sur le fait que toute participation éventuelle de l'État au capital de la société de construction et d'exploitation doit être financée à partir d'éléments de la structure de prix des produits pétroliers pour éviter tout prélèvement sur le budget de l'État. Au titre des communications, les modalités de fonctionnement des IRAM, Écoles régionales des arts et métiers, et le niveau d'avancement des travaux de leur construction ainsi que de leur équipement sont présentés par le ministre des tutelles. Déjà, 4 IRAM sont réalisés. Il s'agit de celles de Bokeh, Labé, Sigiri et Zérékoré. La ministre de l'Action sociale, elle, se prononce sur les préparatifs de la prochaine célébration de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre. Au département du commerce, le projet de plateforme du commerce électronique en Afrique est sujet d'actualité. Des objectifs ainsi que les avantages de ce projet initié par l'Union africaine sont expliqués par le ministre du Commerce. Parlant des droits de l'homme, le gouvernement réagit au récent rapport de l'ONG Amnesty International sur la Guinée. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sont intervenus pour donner au Conseil des informations avérées mettant en cause des faits d'atteinte aux droits de l'homme ainsi que les conclusions contenues dans le rapport de l'ONG Amnesty International. Ce rapport alternatif, qui voudrait contredire celui élaboré par les autorités guinéennes pour être présenté à l'examen périodique universel, EPU, présente ainsi des faits insuffisamment vérifiés et recoupés et passe volontairement sous silence les efforts et les progrès significatifs réalisés dans la consolidation, dans l'état de droit et dans l'amélioration de la conduite des forces de sécurité dans les opérations de maintien d'ordre. Amnesty International n'évoque pas les difficultés particulières qui compliquent les procédures judiciaires, comme la nature violente et chaotique de certaines manifestations, le désordre immédiat de la scène du crime et le manque de confiance en certaines populations et le personnel d'application de la loi. L'ONG, en évoquant que superficiellement les efforts fournis dans le cadre légal et réglementaire, adoption d'un nouveau code pénal, casernement des militaires, utilisation formelle de matériel conventionnel de maintien d'ordre, fouille de policiers et gendarmes avant toute opération pour s'assurer du non-port d'armes létales, etc., voudrait accréditer l'idée d'un manque total de volonté politique de la part des autorités pour améliorer la situation des droits humains en Guinée. Le Conseil a invité les ministres concernés à organiser régulièrement des rencontres avec les médias à l'effet de présenter à l'opinion nationale et internationale la situation actuelle qui prévaut dans le pays. Le Conseil des ministres. Le chef de gouvernement a rencontré les représentants résidents sortants et entrants de la Société financière internationale. Les entretiens entre Dr Kassouri Fofana et ses deux personnalités ont porté essentiellement sur le renforcement du cadre de partenariat entre la Guinée et cette institution. Hadi Kamara, Ousmane Souma. Après une mission bien remplie en République de Guinée, Olivier Bouyoya, représentant résident de la Société financière internationale SFI, rencontre le chef du gouvernement pour lui faire part de la fin de sa mission et présenter son successeur au Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana. Olivier Bouyoya était jusqu'ici le représentant régional pour la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria, le Mali et la Sierra Leone. Notre institution a une activité forte au sein du groupe de Banque mondiale et en Guinée. Nous avons des investissements importants dans des secteurs diversifiés de l'économie guinéenne. Nous soutenons les entrepreneurs, les opérateurs économiques. Nous avons une activité d'appui pour tout ce qui touche au développement du secteur privé. Et nous sommes aujourd'hui venus faire le point
avec son Excellence Monsieur le Premier ministre et aussi lui réitérer rapport d'étape sur ce que nous faisons aujourd'hui et aussi lui réitérer notre engagement pour soutenir les efforts du gouvernement dans ce sens. La nouvelle responsable de portefeuille pour l'Afrique, Alexandra Célestin, affiche déjà la volonté de son institution à renforcer davantage le niveau de collaboration avec la Guinée. Ce nouvel engagement de la nouvelle patronne de la Société financière internationale SFI est hautement salué et apprécié par Dr Ibrahima Kassouri Fofana. La marche du FNDC, bien qu'autorisée, s'est soldée par un mort, des blessés, des dégâts matériels, des bus de transport en commun incendiés, endommagés. Le refus des manifestants d'emprunter l'itinéraire autorisé serait la cause des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Morikaba. La marche du FNDC était autorisée et un itinéraire était défini par les autorités. Malheureusement, les manifestants ont outrepassé ce droit. Conséquence, des échauffourées ont été enregistrées entre manifestants et forces de l'ordre. Aujourd'hui, le plus important, c'est qu'on enregistre encore un décès, un jeune qui est décédé à Concasseur. Ce décès nous interpelle, ça pose beaucoup d'interrogations dès l'instant où dans cette zone, il n'y avait pas de manifestation prévue ni en cours, a priori. Et de ce que j'entends, il n'y avait pas non plus de force de l'ordre. Mais l'investigation qui est en cours va nous permettre d'en savoir plus. Déjà, au niveau de l'hôpital, de premières informations ont été prises. Donc c'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances à la famille de ce jeune garçon et de regretter ce qui s'est passé. Ensuite, vous l'avez constaté, on a enregistré beaucoup de dégâts matériels, beaucoup de blessés. Il y a trois policiers en observation aujourd'hui à l'hôpital. Un bus de transport en commun public qui a été complètement calciné, 4 routes qui sont fortement endommagées, un traumatisme pour les populations. Je pense qu'on aurait pu éviter ça et on regrette vraiment qu'il y ait cette issue. Les enquêtes se poursuivent sur tous ces cas. Le maintien de l'ordre est réglementé en Guinée. Du coup, tous les agents se conforment aux règles. Le président de la République a insisté, il a tenu à ce que le chef de ce département, c'est-à-dire moi pour le moment, assiste personnellement à la fouille des agents avant qu'ils aillent sur le terrain pour vérifier qu'il n'y a effectivement pas d'armes létales en leur possession. Je me suis livré à cet exercice dans au moins 2 unités. Les autres responsables de la sécurité le font ailleurs, sur le terrain, sur les lieux même où le dispositif est mis en place. Il y a des fouilles inopinées dans les véhicules, sur les personnes. Donc je peux attester qu'au moins les cas que moi j'ai vérifiés, je suis convaincu que c'est la même chose pour tous les autres. Il n'y avait pas d'armes en possession des agents qui étaient sur le terrain. Dans tous les cas de figure, cette consigne reste d'actualité et tout policier ou gendarme qui sera pris avec une arme subira les conséquences de la loi. Mais je peux dire que nous avons mis un point d'honneur à vérifier que cela n'existe pas et je pense que ça a été respecté. La journée d'aujourd'hui, il y a les forces de sécurité qui étaient engagées sur le terrain au niveau du pont de Bessia-Kondebouni en attente. Subitement, on a reçu des pluies de cailloux qui venaient de tous les sens. À cet effet, on a effectué une charge en direction vers l'aéroport et puis la foule était dispersée. Ces jets de cailloux venaient à répétition dans tous les sens. On a encore chargé jusqu'au niveau de Guinée-Games, un peu vers l'aéroport et il y a eu un blocus après le repli massif des manifestants. Tout à coup, il y avait le véhicule de M. Sidia Touré qui était dans le blocus. Il n'y avait pas d'autre issue, sauf l'artère qui menait dans le quartier vers la cité de la gendarmerie. De là, vu l'imminence de la chose et que la pluie de cailloux survenait dans tous les sens, avec mon équipe, on s'est sacrifié, mettre une ceinture de sécurité juste pour sa couverture, lui faire changer de véhicule afin qu'il puisse partir vers la route qui menait vers la cité de la gendarmerie. Vu que les jets de cailloux venaient de tous les sens, son véhicule a reçu des pierres. Et c'est ça qui a endommagé son véhicule. Question pour lui de changer le véhicule et partir. On a mis une ceinture de sécurité en faisant une couverture
pour le protéger. La marche de ce jeudi pouvait se tenir sans incident si toutefois les manifestants avaient respecté l'itinéraire autorisé. Dans l'actualité également, le Conseil guinéen des chargeurs et son homologue du Mali fusionnent leurs actions. Ils comptent accroître les échanges commerciaux entre Conakry et Bamako. Des séries d'activités sont organisées sur le corridor Kouré-Malé-Conakry. Mikini Moussa Kamara, Makeme Donzo. L'objectif de ces rencontres est d'établir une plateforme de coopération bilatérale visant à renforcer le rôle des parties dans la promotion et la mise en œuvre de nouvelles stratégies en vue d'améliorer l'efficacité des échanges commerciaux entre la Guinée et le Mali. À l'issue de ces activités, le Conseil guinéen des chargeurs et celui du Mali ont adopté des résolutions comme accorder une assistance mutuelle aux chargeurs et autres acteurs de la chaîne du transport, mettre en place des systèmes efficaces de géolocalisation pour suivre le mouvement des cargaisons sur les corridors, promouvoir la simplification et l'harmonisation des procédures douanières relatives au transit et au commerce transfrontalier. Nous n'avons pas mieux que la Guinée. Nous y travaillons depuis longtemps. Nous sommes venus aujourd'hui pour faire des étapes. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut faire de nouveau pour que ce corridor commence? Je suis sûr qu'à l'issue de leur débat, de toutes les démarches, je suis sûr qu'il y aura les voies et moyens pour que nos activités économiques aillent plus loin que cela. Sur le corridor Kouré-Malé-Conakry, plusieurs sites sont déjà identifiés pour la construction des aires de stationnement des camions, notamment Sisela dans Kouroussa et Tamagali dans Mamou. Ces aires de stationnement des camions permettront de sécuriser des conducteurs et des cargaisons la nuit ou les week-ends. Ce site de Tamagali représente pour nous le site retenu et la CEDEAO a prescrit une norme sous-régionale qui dit que sur chaque distance linéaire de 250 km à 300 km, le conducteur doit pouvoir trouver un espace aménagé où il existe presque une nouvelle ville qu'on va construire. Une nouvelle ville en ce sens qu'il y aura un espace pour le parking des camions, il y aura un complexe hôtelier, il y aura les magasins de vente, il y aura les garages, il y aura les stations-service. Donc il y a toutes les commodités pour un conducteur pour sécuriser non seulement son camion, sécuriser également la cargaison qu'il dispose et, n'est-ce pas, continuer son chemin le lendemain en toute sécurité. Les conseils guinéens et maliens des chargeurs sont des établissements à caractère professionnel, dotés des personnalités morales et de l'autonomie de gestion. Leur mission principale, c'est la représentation des chargeurs en termes d'instruments d'administration de gestion. L'harmonisation des dépenses dans le secteur routier, le département des travaux publics vient de se doter d'un document d'exécution des projets routiers allant de 2020 à 2022. Ce programme prévoit la mobilisation de 19 000 milliards de francs guinéens. Mohamed Seyar Souma. Les 3 prochaines années sont décisives pour le secteur routier guinéen. Tous les financements liés à ce domaine se retrouvent désormais dans un seul document. Il est baptisé cadre de dépenses à moyen terme 2020-2022. Aujourd'hui, il est question de ne plus mettre en place des budgets de moyens, mais plutôt des budgets de programmes, parce que c'est à l'intérieur de ces programmes qu'on peut assurer le développement des populations. L'impact, c'est de permettre de mettre en cohérence l'ensemble des actions publiques exécutées au sein de ce ministère et de mieux suivre sa programmation. Le cadre de dépenses à moyen terme est aligné au plan national de développement économique et social et le plan national d'investissement. Sa mise en œuvre demande l'implication du personnel des transports et des travaux publics. Avant, on était confronté à des difficultés de gestion. Et maintenant, c'est la gestion axée sur le résultat, c'est l'aboutissement du CDMT. Cette appropriation du CDMT, considérée comme un outil d'exécution des finances publiques, va faciliter la gestion, le développement et l'entretien du réseau routier. Une trilogie dont la finalité est l'amélioration de la gouvernance du secteur routier et la mobilité des personnes par voie terrestre. Le cadre de dépenses à moyen terme 2020-2022 conduira à la réhabilitation de plus de 1500 km de routes et le rajout de plus de 2500 km de routes, ainsi que la réalisation de 14 ponts sur le patrimoine routier. Le tout
pour 19 372 milliards de francs guinéens. Et chaque année, cette manne financière sera actualisée pour la bonne exécution des infrastructures routières. L'OIF et les Nations Unies s'engagent à appuyer l'organisation des élections législatives en Guinée. Les émissaires de ces deux institutions ont été successivement reçus par le président de la CENI. Les discussions ont porté sur le niveau des préparatifs et les besoins pour la réussite du dit chronogramme. Salimatou Kanté. C'est en qualité de représentant des Nations Unies que Ibn Chambas a été reçu ce mercredi par le président de la CENI. Il s'agit pour l'émissaire des Nations Unies de se rassurer des avancées enregistrées dans le cadre des préparatifs des prochaines élections en Guinée. Il a aussi rassuré de l'engagement de son institution à accompagner la CENI tout au long du processus. Cette fois, il s'agit de venir écouter, voir les préparatifs pour les législatives. Comme vous savez, l'année 2020 sera une année des élections en Guinée. Les Nations Unies toujours cherchaient voir comment nous pouvons être utiles, comment nous pouvons accompagner les pays, et en particulier les CENI, les différents pays, pour renforcer les capacités de conduire des élections dans la paix, dans la transparence, des élections crédibles. Juste après, c'était au tour du représentant de l'OIF en Guinée d'être reçu par le président de la CENI. Avec cet autre émissaire, Maître Salif Kébé a parlé de l'état d'avancement et de l'intégration des recommandations de l'audit du fichier électoral. Aussi, le représentant de l'OIF a présenté au président de la CENI 2 des 3 experts préalablement sollicités par l'institution en vue d'une assistance technique. Nous sommes à notre 3e mission depuis début octobre dans le cadre de l'accompagnement de l'Organisation internationale de la francophonie pour le processus qui se déroule en Guinée. Et nous avions reçu des requêtes pour la mise à disposition d'experts. Et l'organisation a accepté de mettre à la disposition de la CENI un certain nombre d'experts. Je suis venu rencontrer le président de la CENI accompagné du vice-président et d'autres de ses collaborateurs pour introduire déjà les 2 premiers experts qui sont arrivés. Il y a un 3e qui est en route. Spécialistes tous des questions électorales, de l'environnement juridique et technologique. Cette série d'audiences prouve à nouveau que la CENI bénéficie toujours de la confiance de ses partenaires. Et puis ce communiqué, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance de l'ensemble des honorables députés de la tenue d'une plénière le vendredi 14 novembre 2019 à 14h30 à l'hémicycle du Palais du Peuple. Cette plénière sera précédée de la réunion extraordinaire du bureau à 10h dans la salle des actes du Palais du Peuple, suivie de la conférence des présidents à 12h dans la même salle. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les députés est de rigueur. Fait à Conakry le 14 novembre 2019, le président de l'Assemblée nationale, Claude Kouri Konjiano. À l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les acteurs impliqués dans la gestion des crises sanitaires sont en conclave. Ils explorent des possibilités d'améliorer leur mode d'intervention et le logiciel d'alerte et de gestion de crise vient d'être mis à disposition. C'est un geste d'expertise France. Fatima Diallo. Le CISAC entendait système d'information sanitaire, d'alerte et de crise. Un nouveau logiciel mis à la disposition de la Guinée par la France. Il a une capacité de prévenir, de détecter et de riposter à temps face à toute menace sanitaire.
Dans le cadre de cette très bonne coopération entre la France, la ministre a bien évidemment accepté de mettre à disposition les codes sources pour mettre en place un système sanitaire. Ça ne suffisait pas puisqu'il fallait quand même voir s'il était possible de l'adapter à la pyramide sanitaire guinéenne et puis de voir tester avec les gens qui sont les spécialistes pour voir si eux jugeaient la valeur ajoutée suffisante par rapport à un système déjà existant. Nos attentes, c'est de renforcer la coordination entre nos deux pays au plan de la sécurité sanitaire, donc, qui est un enjeu majeur, et notamment la sécurité sanitaire internationale. Ce dispositif permet de sécuriser les données, d'assurer une traçabilité de l'alerte. Cet outil qu'on n'en avait pas pourra améliorer la rapidité du traitement des alertes que nous recevons tous les jours de l'intérieur du pays et même générer des bulletins en temps réel pour le niveau supérieur hiérarchique et aussi au niveau de certains partenaires d'où nous sommes tenus à partager nos informations. Le ministère ne peut qu'accueillir favorablement cet outil parce que cet outil vient renforcer un peu un système qui est déjà en place qu'on appelle le DHS2 qui permet un peu au système informatique du ministère de bien fonctionner. Le centre d'opération d'urgence va gérer le CISAC au niveau central pour la diffusion des alertes. Fonction publique à l'École nationale d'administration de Guinée a reçu des succès. La première promotion de master délocalisé de l'ENAP du Québec sera certifiée en 2020. En attendant, en plus des cours ordinaires, une session spécialisée vient d'être organisée dans le but d'inculquer à ses futurs cadres les devoirs du bon administrateur. Mamadi Ternakamisoko. Depuis le 10 septembre dernier, l'École nationale d'administration de Guinée a ouvert ses portes à travers le master délocalisé de l'ENAP du Québec. Par cette approche, le Canada intègre la Guinée dans le club des 5 pays bénéficiaires de ce programme. Au centre de perfectionnement administratif du ministère de la fonction publique, les 30 lauréats sont soumis à des cours intenses. À quelques mois de la fin des 2 années de formation prévues en 2020, cette première promotion reçoit, en plus des cours ordinaires, des orientations claires relatives à leur futur rôle au sein de l'administration publique. Aujourd'hui, sur le terrain en Guinée, quels sont les référentiels guinéens, c'est-à-dire quels sont pratiquement les outils que nous sommes en train de développer, les axes, les mutations que nous sommes en train de faire à l'administration pour pouvoir ancrer ce qu'ils sont en train d'étudier théoriquement. Donc ça, il y a un ensemble d'actions qui ont été engagées sous le leadership donc, du président de la République, bien sûr, et qui doivent permettre de faire un changement pour que nous ayons une administration qui soit capable d'impulser le développement, donc de mettre en œuvre les options de développement qui sont programmées, et également de rendre des services de qualité aux populations. Déjà, les premières évaluations sont jugées satisfaisantes par les partenaires de l'ENAP du Québec. L'ENA de Guinée est dans la dynamique de recruter la 2e promotion l'année prochaine. Pour qu'on nous aide dans la mise en place d'une infrastructure digne du nom d'une ENA. Parce que quand les partenaires viennent, nous sommes à la fonction publique au CPA ici. Nous avons qu'un seul étage et nous avons 4 salles de classe et nous voulons avoir plus pour qu'en 2020, nous avons des projets de formation de l'ensemble des fonctionnaires en technique de rédaction administrative et qu'on a planifié au-delà du master délocalisé et de la filière statistique que nous avons commencé. Pour exprimer sa satisfaction à notre pays dans la matérialisation du projet ENA, l'ENAP du Québec a récemment décerné une médaille en or à la Guinée à Dakar à l'occasion de la célébration de ses 50 ans. L'UNICEF, l'ABI, vient de tenir sa revue annuelle des échanges qui permettent de faire le point sur les avancées réalisées par l'institution, mais aussi tirer les leçons des manquements constatés pour mieux harmoniser les projets en cours. Les images de Sarafdine Diallo sont commentées par Mamadou Alpha Baldé. Très engagé dans l'épanouissement des enfants, l'UNICEF remobilise ses structures de terrain dans les régions de Labé et Mamou. Dans ces localités, les droits des enfants sont de plus en plus respectés. Pour la revue régionale de la planification annuelle de 2019, une évaluation à mi-parcours des activités menées et celle à venir est effectuée. Nous avons la chance d'avoir un leadership quand même qui s'est déterminé
assez fort, et dans les deux régions et dans les deux communes. Si je devrais faire un appel, c'est à la fois à nous tous, à notre partenariat pour faire en sorte que les résultats que nous allons avoir avec cet atelier puissent être suivis. Toutes les maladies évitables par la vaccination, nous voulons que notre pays s'en débarrasse complètement. Donc ces engagements-là, c'est ce qu'on a pris ici. Et quand nous allons sortir ici, tous les collègues laissés derrière, tant au niveau du district comme dans les centres de santé, dans les postes de santé, nous allons nous rapprocher d'eux pour que nous partageons le plan que nous allons sortir d'ici. Pour la période 2018-2022, la Guinée et l'UNICEF comptent opérer des changements notables dans la protection des enfants, notamment ceux jugés vulnérables. Aujourd'hui, les efforts fournis sont remarquables. Nous sommes convaincus qu'il y a eu des insuffisances, mais la majeure partie des activités qui ont été programmées ont été atteintes. Ce qui veut dire vraiment que l'assistance de l'UNICEF dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement économique dans notre région, vraiment nous permet d'avoir des lendemains meilleurs. Je serai moi-même un des acteurs essentiels pour l'accélération de cette bataille contre la pauvreté. Avant la fin du cycle de coopération, la Guinée et son partenaire onusien entendent créer un cadre propice permettant aux enfants de grandir avec les mêmes chances de réussite, quel que soit le rang social. À l'extrême sud du pays, les émissaires du président Alpha Condé ont été reçus à Yomou, un accueil chaleureux des populations qui expriment ainsi leur soutien au projet de développement du chef de l'État. Sous la Troisième République, le visage de la préfecture a changé et les soutiens à travers cette mobilisation disent merci au président Condé. Les images du bureau de presse de la présidence sont commentées par Abdulaziz Baldé. Yomou, à l'extrême sud de la Guinée. Une journée de joie dans cette préfecture à faible densité humaine. Mais pour magnifier les rattachements au président de la République, la ville observe sur la place publique ses femmes, hommes et jeunes. Pour la première fois, le débat sur le principe de nouvelle constitution s'ouvre ici. Les femmes sont les premières à se prononcer. Niveau constitution, président Alpha Condé yo no men ari do weltana golmo vraiment menen on menen rewben itude jeke yomu benyemu bala koempa men fop meden weltani mo e meden winni oui niveau constitution ti onu men gi ko golli ko goddo ta onu adenjo mo andi tata mo ayata ko wada sada andi ko na wadede kon ko ya wowlu si goddo wadi ko moddi kon ko ya wowlu. Les premiers commentaires reçus ici sur ce qui pourrait être amélioré dans une nouvelle constitution confortent les esprits des uns et des autres. À Yomou, le mariage précoce est un fléau de la société. Pour certaines filles, la nouvelle constitution pourrait plus les protéger. Nous voulons que la constitution parle aux jeunes filles et de nous laisser étudier parce qu'actuellement nos parents nous laissent petites et nous donnent un mariage. Donc on veut que la nouvelle constitution pense à nous et que nous puissions continuer nos études. Yomouka benama, oui pour la référendum. Un beben kanodi. Anya mena no, wala alfa kon la kodi. Alfa kon anya fait bi, anya fait sini. Yomouka be a fait un la kasuno, ko yomu yabo 100%. En se rendant à Yomou, cette délégation officielle reçue en liesse rassure les populations après avoir reçu leur soutien total. Les jeunes de Yomou unanimement réclament qu'une date pour le référendum soit fixée afin que nous exprimons dans les urnes notre ferme volonté de soutenir les idéaux de paix et de progrès du professeur Alpha Condé. Yinga ga constitution mai imaga nene ba pore o ka da ni na kwalu constitution ma ha mai ho nyonu ya ma ha bo aka ju anyo ada burajo o ga ku ka ke aga de perato nwai ji ko wojo bo ya nu idira ho ya la nwai di da ba ngope ne de kanama yu abe kwa ga constitution ma ha mai bo nyonu bonyone le ko ko ibanele ma ho constitution a propriété du no daga de keni to beju
Vous savez, quand quelqu'un n'aime pas son pays, il ne peut pas accompagner celui qui aime le pays. C'est impossible. On peut ne pas aimer le professeur Alpha Condé. On peut ne pas être de la mouvance présidentielle, mais on ne peut pas lui refuser d'avoir travaillé en 10 ans ce que les autres n'ont pas pu faire en 50 ans. Ça, c'est une réalité qui crève les yeux. Je voudrais vous demander de ne pas accepter la provocation, de militer pour la paix, pour l'unité nationale. Yomou a récemment bénéficié de nouvelles infrastructures administratives. L'ANAFIC a prolongé les acquis. L'année prochaine, cette préfecture frontalière mise sur la reconstruction de ses routes d'accès et la relance de sa dynamique agricole grâce aux initiatives présidentielles. Direction Kindia pour parler environnement, 15 hectares sont reboisés pour contribuer à la protection des têtes de source qui alimentent les fleuves et zones agricoles de la région. Pour vérifier l'effectivité des travaux et l'entretien des sites, restaurer une mission de contrôle du ministère de l'Environnement. Des eaux et forêts s'est rendu sur le terrain. Mamadou Alpha Baldé, Algassimouba. À Kondéa Difang, dans Kindia, des plaines agricoles à perte de vue. La zone est considérée comme l'une des principales productrices de fruits et légumes de la région. Avec ses multiples têtes de source, la déforestation accrue de ses flancs de montagne interpelle les défenseurs de l'environnement. Sur cette bande de 15 hectares, des plants de mélina sont mis en terre pour reconstituer le site. Identifier plus de 25 têtes de source à l'aval de cette montagne. Donc la nécessité nous a obligés de venir restaurer, protéger les têtes de source pour que ces têtes de source puissent de plus en plus ravitailler 30 hectares de bas-fonds dans lesquels les paysans exploitent et se jettent sur le bassin de la Samon. Le bassin de la Samon où sont installées 3 centrales hydroélectriques qui fonctionnent uniquement à partir de ces têtes de source-là. L'analyse révèle que l'espoir est permis. Nous pouvons conseiller de mener des activités d'entretien pour un meilleur suivi. Si ces activités sont garanties, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est une réussite totale. Restauré par les services déconcentrés des eaux et forêts, le site semble bien entretenu avec la participation des communautés locales. La zone est assainie et protégée contre d'éventuels feux de brousse. Un compromis est trouvé avec les agriculteurs. Les eaux et forêts passent, ils installent des plantations, ils plantent les jeunes plants, mais au moment de la culture, c'est l'agriculteur qui vient maintenant dévaster tout. Et vous savez, ils ont intérêt parce que c'est le vivre. En fait, c'est leur quotidien. Mais quand il y a une bonne cohabitation et que l'agriculteur se rend compte de l'importance des plants, eh bien, il va lui-même prendre soin et faciliter la croissance des arbres. Et c'est ce que nous avons remarqué ici à Kondéa. Eh bien, les agriculteurs eux-mêmes ont participé à l'implantation de ces jeunes plants. Donc, ce qui nous rassure de la continuité de la croissance des jeunes plants. À date, plusieurs régions du pays ont connu des opérations de reboisement. Partout, le ministère en charge des forêts compte maintenir ses visites parfois inopinées pour faire de l'entretien des plantations une priorité dans les localités touchées par la campagne de reboisement 2019. Kaloum retrouve petit à petit sa verdure d'antan à la faveur de la dernière campagne nationale de reboisement. Plus de 500 plants à croissance rapide ont été mis à terre, une contribution pour la restauration du couvert végétal. Nabi Kamara. Planter des arbres à Conakry, c'est aider à redorer l'image de cette ville, jadis perle des capitales ouest-africaines. Une dynamique dans laquelle le mouvement de soutien aux actions du ministre d'État à l'environnement des eaux et forêts s'est inscrit à l'occasion de la campagne nationale de reboisement 2019. Une initiative présidentielle qui lui a permis de reboiser les artères principales et les corniches de Kaloum, de palmiers nains et de flamboyants. Un acte citoyen soutenu par des institutions et des hommes de bonne volonté
auquel le Mozamef a témoigné sa reconnaissance à travers des satisfecits. Il faut une reconnaissance à leur endroit pour dire que vraiment ce qu'ils ont financé pour nous accompagner n'a pas été jeté à l'eau. C'est attirer les bailleurs vers nous et d'autres partenaires et cadres de nous soutenir. Des gestes qui motivent davantage ces récipiendaires pour rassurer le Mozamef de leur engagement à ses côtés en vue de la réussite de tous ces projets. Les gens ont compris que sans arbres, il n'y a pas de vie. Donc tout le monde s'est vraiment engagé pour que le pays puisse reprendre la végétation sur toute l'étendue du territoire national. Si ces activités connexes à travers le reboisement s'affirment au sein du département et être accompagnées comme initiative de la jeunesse des cadres de notre département pour les actions que doit mener le ministre dans le cadre de l'initiative présidentielle, c'est une bonne chose. Au cours de cette première expérience, le Mozamef a mis en terre plus de 500 plants. À présent, l'actualité nationale sous forme de télégramme. Les images sont commentées par Moussa Dongoura. Les travaux de la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO se tiennent à Paris depuis le 12 novembre. Notre pays est représenté par une délégation conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Abdoulaye Baldé a profité de cette tribune pour interpeller les acteurs de l'UNESCO à une concertation et de coordination de l'Union africaine pour la réalisation de l'ODD et l'éducation pour tous d'ici 2040. Aujourd'hui encore, plus qu'hier, la vision du gouvernement guinéen est de promouvoir une société où hommes et femmes s'épanouissent par le biais d'une politique nationale d'éducation intégrant une perspective d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. C'est le lieu pour moi de renouveler les sincères remerciements du gouvernement de la Guinée à la communauté internationale dont les divers appuis nous ont permis d'obtenir des résultats importants en matière d'enseignement, d'éducation et de culture. Ils sont agents et techniciens de santé à suivre cette formation de Kindia, venus des régions de Boké, Farana, Mamou, Kindia et Nzerekore. Cette rencontre porte sur l'installation et l'entretien des équipements de la chaîne du froid solaire dans les structures sanitaires du pays. Dans toutes les préfectures, dans tous les centres de santé, nous faisons de la vaccination. Il faut des techniciens qui ont des compétences en matière de maintenance, ce sont des techniciens biomédicaux. Voilà, ce sont des fonctionnaires de l'État qui ont été identifiés avec les directeurs préfectoraux de la santé, les DRS. Ce sont ces gens-là qui sont en train d'être formés ici pour qu'on puisse assurer la maintenance de tous les frigos qui sont déployés sur le terrain. Les membres de l'ONG Rotarac Club Conakry Kamayen au centre nutritionnel de Donka. Ils sont venus offrir des kits hygiéniques aux nourrices de ce centre. Le lot est composé de savon et de seau. On a fait le tour des centres de maternité, mais on s'est rendu compte que la plupart d'entre eux souffrent énormément des problèmes d'hygiène, ils ont de kits sanitaires. Finalement on s'est dit pourquoi ne pas peut-être penser à un don de kits sanitaires qui allait pouvoir aider ces femmes et ces enfants hygiéniquement, qu'ils soient disons à l'abri de tout ce qui est infection, de tout ce qui est transmission de maladies de mains sales et autres. 40 millions de francs guinéens, c'est le montant accordé par un entrepreneur italien vivant en Guinée à l'orphelinat Kirdia de Matoto. Cet appui s'inscrit dans le cadre de la prise en charge scolaire des pensionnaires du dit établissement humanitaire. Avec la scolarisation, c'est la première base pour avoir un adulte autosuffisant. Nous voulons que la Guinée, que c'est un pays très jeune, où sa vraie richesse c'est la jeunesse il doit être bien lettré, il doit aller à l'école pour être un adulte, pour faire vraiment développer le pays. Le pays peut développer avec la connaissance. Sans connaissance, on ne peut pas évoluer.
sans la connaissance des jeunes, c'est lui qui a la connaissance, il peut profiter de celui qui n'a pas la connaissance. Donc l'école, c'est la première base de la vie. Et ça, c'est notre engagement. Nous le ferons avec tout notre effort. Enfin, en plus bref, à Cannes 2021, la Guinée a tenu un échec ce soir à Bamako. Les Aigles du Mali, 2 buts partout. Naby Keïta et Sékou Kondé sont les 2 buteurs guinéens. Voici les temps forts de cette rencontre de la première journée des éliminatoires Cameroun 2021. Naby Keïta qui s'est déporté sur ce plan-là de lancer la machine du Sili national pour tout au moins égaliser. Naby qui va retrouver Demba au but, qui va se retourner forcément, va frapper. La frappe, l'égalisation. Voilà. Signé Naby Keïta, le joueur de Liverpool. Attention. Julien Janvier intervient. Le nouvel entrant côté malien. Ah, il arrive. Moussa Kamara. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'employer. Et le but, autogol de Isiaga. Ibrahima Sori Conti à la baguette. Il faut parier sur l'égalisation. Peut-être sur la tête de Kamso Mara pour remettre les pendules à l'heure. Il y a un joueur malien qui s'écoule là. C'est le 5 Boubacar Kiki Kouyaté. Ça se dispute là trop dans la surface de Djigui Diarra. En tout cas, Kanso est parti pour marquer. Le coup franc est parti. C'est le but qu'ils ont entendu. Condé. Ils ont entendu Ndiaye. Oui. Et ça fait l'égalisation. Ouais. Sékou Kondé qui marque son premier but en sélection. Oui. La prochaine rencontre du Sili, c'est ce dimanche face à la Namibie au stade du 28 septembre. C'était tout au compte de cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain, les infos, c'est avec Alia Kamara. Bonsoir à tous.